Chers amis de l'histoire et de la gastronomie, je vous salue. S'il y a bien un objet du quotidien d'apparence suffisamment insignifiante pour ne pas bénéficier de toute l'attention qu'il mérite, c'est bien la fourchette. Ce petit ustensile de table n'a pourtant rien d'anodin. Ôtez-le du couvert et observez l'embarras que provoque son absence. C'est que la fourchette conditionne en grande partie les rapports que nous entretenons avec la nourriture. Elle assure l'indispensable distance que nous mettons entre notre corps et ce que nous mangeons. Étrange, n'est-ce pas ? Pourquoi s'imposer cette distance qui n'a pourtant rien d'universel et qui, en plus, nous prive d'un sens, celui du toucher dans les plaisirs de la gastronomie? Pour certains, cette distance serait un indice de civilisation. Vraiment ? D'un autre côté, c'est évident qu'elle nous rend service. Elle évite de se salir les mains, de salir le linge de table ou de se brûler les doigts. Elle permet également de fixer solidement une pièce de viande qu'on destine à la découpe. Mais la place qu'occupe la fourchette dans notre culture ne va-t-elle pas bien au-delà de ses aspects pratiques? Pour bien comprendre notre rapport à la fourchette, je vous propose d'en retracer l'histoire. Bienvenue sur la chaîne L'Histoire à pleines dents. Aujourd'hui, nous chroniquons la fourchette. Autant le dire tout de suite, l'histoire de la fourchette est tout sauf simple. Comme beaucoup d'inventions, la fourchette telle que nous la connaissons n'est pas apparue du jour au lendemain. Et comme beaucoup d'inventions, la fourchette ne s'est pas imposée dans notre quotidien du jour au lendemain. Tout cela s'est étalé sur des siècles et des siècles et des siècles. Elle n'est pas simple l'histoire de la fourchette. Moi je suis allé voir sur internet, j'ai lu des tas de sites et de blogs qui en parlent et ils disent tous à peu près la même chose. La fourchette a été inventée à Byzance vers le Xe siècle et elle est ensuite passée en Italie en 1075 à l'occasion du mariage de la princesse byzantine Théodora Doukas avec le doge de Venise. Au cours du banquet du mariage, la princesse a exhibé ce curieux petit objet, ce qui a profondément choqué l'assistance car cette fourche à deux dents rappelle furieusement la fourche du diable. D'ailleurs, c'est à cause de cette ressemblance que la fourchette est interdite par l'Église au Moyen-Âge et qu'elle a mis autant de temps à s'imposer sur nos tables. Et finalement, c'est au XVIe siècle, en 1533, que la fourchette est passée d'Italie en France suite au mariage de Catherine de Médicis avec le futur roi Henri II. Tout comme Théodora Doukas 500 ans plus tôt, la princesse Florentine a emporté une fourchette dans ses bagages. Mais c'est son fils Henri III qui l'impose définitivement suite à son voyage à Venise, où il a subitement compris que l'usage de cet instrument est très pratique pour éviter de se salir la fraise, cet accessoire de mode qui prend des proportions énorme à cette époque. Et voilà, c'est pour ça qu'on mange avec une fourchette aujourd'hui, c'est parce que Henri III ne voulait pas se salir la fraise. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, l'historien? Eh bien moi, je pense qu'une bonne petite vérification s'impose. C'est parti pour presque 2000 ans d'histoire de la fourchette. Rome, 3e siècle de notre ère. Pour la première fois dans l'histoire, on remarque l'usage de fourchettes destinées à piquer dans les aliments. Les fourchettes romaines sont de très jolis objets, ouvragés, précieux, qui ont clairement appartenu à de riches personnages. Il y en a dans la Gaule romaine, à Rome et au Proche-Orient. De très beaux spécimens sont exposés au Metropolitan Museum de New York, au musée de l'art de Cleveland et au musée de la civilisation gallo-romaine de Lyon. On s'aperçoit même que les Romains ont déjà inventé le système du canif suisse, sorte de nécessaire de voyage comportant fourchettes, couteaux et autres outils. La pratique de la fourchette ne semble néanmoins pas très courante. Les Romains sont donc le premier peuple connu à mettre de la distance entre le corps et l'aliment. Est-ce pour éviter de se salir les doigts ou de se brûler les doigts? Est-ce une marque de distinction sociale? Nous n'en savons hélas rien. En tout cas, une chose est certaine. Ces fourchettes romaines du IIIe siècle anéantissent complètement l'histoire prétendant que la fourchette a été inventée à Byzance vers le Xe siècle. Oui, d'accord. N'empêche qu'on n'a toujours pas de preuve formelle que la fourchette romaine est bien utilisée à table. Et puis, il est évident qu'il est impossible pour les convives couchés sur des banquettes d'utiliser simultanément la fourchette et le couteau comme on le fait aujourd'hui. Et enfin, cette fourchette n'a manifestement servi qu'à piquer les ingrédients solides et uniquement à les piquer. Ces fourchettes ne sont dotées que de 2 ou 3 longues et fines pointes droites et éloignées l'une de l'autre. Il est complètement
impossible de manger des ingrédients mous ou granuleux comme le couscous ou le riz ou la purée comme on le fait aujourd'hui. Bref, la fourchette romaine est un objet précieux, plutôt rare, probablement utilisé au cours des repas et qui apparaît au IIIe siècle au plus tard. Ainsi, tout ce qu'on nous raconte sur l'invention de la fourchette à Byzance au Xe siècle n'est pas valable. Mais passons à la suite. Empire sassanide 5e siècle. Alors que les fourchettes disparaissent mystérieusement de l'Empire romain déchu, elles apparaissent tout aussi mystérieusement dans le vaste et brillant Empire sassanide. On en trouve de très beaux exemplaires au Metropolitan Museum de New York, au British Museum de Londres et au Louvre à Paris. Toutes les fourchettes sassanides ont la même forme caractéristique avec ce cercle ajouré qui fait la jonction entre le manche et les deux pointes. Hélas, faute de texte et d'iconographie, on ne sait toujours pas comment ces fourchettes sont utilisées. Mais les fourchettes sassanides des 5e au Xe siècle confirment une nouvelle fois qu'elles ne sont pas inventées à Byzance au Xe siècle. Oui, bon, on avait bien compris. Mais ce qu'on voudrait savoir maintenant, c'est s'il existe un lien entre les fourchettes sassanides et les fourchettes byzantines dont on nous parle tant. Bonne question, et je pense effectivement qu'il y a un lien. Cappadoce 10e siècle. Alors que la fourchette disparaît complètement de la Perse tombée sous influence musulmane, elle apparaît dans la région voisine du Cappadoce dans l'Empire byzantin. Et force est de constater que la fourchette du Cappadoce a exactement la même forme que la fourchette sassanide, avec ce cercle ajouré si caractéristique. On en voit représenter sur les magnifiques fresques murales des églises rupestres de Göreme. Ces fresques sont donc les toutes premières représentations artistiques de fourchettes connues. Elles permettent pour la première fois de confirmer leur usage à table. Sur cette scène du XIe siècle, Jésus et ses apôtres sont assis autour d'une table commune et non plus couchés comme dans l'Antiquité. Et surtout, on s'aperçoit qu'il y a une fourchette à la place de Jésus, ce qui indique le haut statut social de ce petit objet particulièrement précieux. Au cours des Xe et XIe siècles, la fourchette traverse tout l'Empire byzantin d'est en ouest. On en trouve de nombreux spécimens au XIe siècle à Corinthe, en Grèce, toujours avec cette même forme sassanide si caractéristique. Elle gagne également la capitale Byzance. Bref, c'est clair que la fourchette existe bien avant le Xe siècle et qu'elle n'a pas été inventée à Byzance comme on le raconte fréquemment sur la toile et dans les livres. Ah, c'est bon, mais on a dit qu'on avait compris. Cependant, au Xe siècle, la fourchette est présente à Byzance et toujours pas en Italie. Ah, tu vois, donc l'histoire que j'ai lue tient quand même la route. D'accord, la fourchette n'est pas inventée à Byzance. On l'a compris. Mais il est tout à fait possible que la fourchette soit passée de Byzance à l'Italie grâce au mariage de la princesse Théodora Doukas avec le doge Domenico Selvo en 1075. C'est justement ce que je vous propose de vérifier maintenant. Au 30, sud de l'Italie, l'an 1000. Sur un mur de l'église de Saint-Pierre figure ce qui est probablement la plus ancienne représentation de fourchette de l'Italie médiévale. On remarque aisément que cette fourchette est de type sassanide et donc byzantine, ce qui est parfaitement logique vu que le sud de l'Italie est encore byzantin à cette époque. Quasiment au même moment, toujours dans le sud de domination byzantine, apparaît une autre représentation de fourchette, mais nettement moins traditionnelle cette fois-ci. Elle est extraite d'un manuscrit réalisé près de Salerne et représente Rothari, un ancien roi lombard, en train d'utiliser simultanément la fourchette et le couteau pour découper son poisson. C'est la toute première fois que cette pratique est attestée par un document. Une vingtaine d'années plus tard, une troisième représentation apparaît dans un manuscrit réalisé au Mont Cassin, un peu plus au nord. La fourchette est logiquement figurée dans un milieu aisé, urbain et raffiné. Eh bien voilà, les documents apportent la preuve que la fourchette n'a pas été découverte par les Italiens grâce au mariage d'une princesse byzantine avec le doge de Venise en 1075. Les relations entre la péninsule italienne et Byzance sont intenses et il n'est pas nécessaire d'attendre un mariage princier pour voir apparaître une fourchette. On a même l'impression que la fourchette monte progressivement du sud vers le nord à partir de l'an 1000. Bon ben voilà, j'ai encore lu des bêtises. Mais j'aimerais savoir, moi, pourquoi on a écrit partout que la fourchette a été introduite en Italie par la princesse byzantine Théodora Doukas, là? D'où il vient ce mythe quand même vachement persistant? Eh bien, pour bien comprendre le mythe de la fourchette de la princesse Théodora Doukas, restons un petit instant au XIe siècle et penchons-nous sur le 4e témoignage connu de fourchette en Italie.
Monastère de Fonte Avellana 1050. Pierre Damien, prieur du monastère, écrit une lettre à une certaine comtesse Blanche. Pierre Damien est un moine rigoriste. Il préconise l'autoflagellation et le jeûne complet accompagné d'interminables séances de prière. Mais Pierre Damien est aussi un guide spirituel très influent. C'est pourquoi cette comtesse Blanche, devenue veuve et décidée à entrer dans les ordres, lui demande conseil. Fidèle à sa réputation, le moine la met sérieusement en garde contre toutes les tentations et les plaisirs terrestres. Pour la convaincre, il lui raconte l'histoire d'une dame byzantine dont il ne donne pas le nom, mariée à un doge. Cette dame, écrit-il, est tellement attachée au luxe et à son corps qu'elle ne mange qu'avec une fourchette en or, signe d'une grande délicatesse. Finalement, pour la punir de ses péchés, Dieu l'accable d'une terrible maladie qui provoque la putréfaction de ses membres et la condamne à mourir seule dans d'atroces souffrances. Ouf, pas très gai ça. Si j'ai bien compris, c'est cette lettre de Pierre Damien écrite vers 1050 qui est à l'origine de l'histoire de la fourchette de notre Théodora Doukas. C'est donc ce petit conte philosophique écrit par un moine un peu rigoureux qui est pris pour argent comptant et pour de la vérité historique encore aujourd'hui. Eh ben bravo. Mais si on y réfléchit un tout petit peu, il y a un gros problème chronologique dans cette histoire. Dans la lettre de Pierre Damien, on ne cite pas le nom de la dame byzantine, c'est bien ça. Et aujourd'hui, on affirme que cette dame est Théodora Doukas, mariée en 1075. Or, la lettre a été écrite vers 1050, 25 ans plus tôt. En plus, Pierre Damien est mort en 1072, 3 ans plus tôt. Comment Pierre Damien aurait-il pu écrire sur le mariage de Théodora Doukas qui s'est déroulé après sa mort? Ben on se fout de nous. Excellente question, et cela permet de comprendre comment se forgent les mythes en histoire, parfois de manière complètement farfelue. En fait, ce petit conte moral écrit par Pierre Damien au XIe siècle est largement repris et transformé au cours des siècles suivants. 300 ans plus tard, au XIVe siècle, le chroniqueur vénitien Andrea Dandolo écrit l'histoire de Venise dans une œuvre qui restera célèbre. Arrivé à l'épisode de la dame byzantine de Pierre Damien, qui n'a toujours pas de nom, notre chroniqueur décide d'en faire l'épouse de Domenico Selvo, effectivement marié à une princesse byzantine en l'année 1075. Manifestement, il ne connaît pas la date de mort de Pierre Damien et commet ainsi une erreur chronologique fatale. Et là, on peut dire que le mal est fait. Comme sa chronique connaît un succès considérable et qu'elle est maintes fois recopiée, l'erreur est forcément maintes fois recopiée elle aussi. Et ce, à travers toute l'Europe, et ce, à travers tous les siècles. Désormais, tous les auteurs qui se sont penchés sur l'histoire de Venise pensent que la fameuse dame byzantine à la fourchette de Pierre Damien est l'épouse de Domenico Selvo, mariée en 1075. Au XIXe siècle, les historiens identifient l'épouse de Domenico Selvo. Il s'agit de la fille de l'empereur byzantin Doukas, Théodora Doukas. On en arrive donc à la conclusion complètement erronée que la dame byzantine à la fourchette de Pierre Damien est Théodora Doukas. C'est ainsi que le mythe s'est construit sur base d'un conte moral de Pierre Damien mal situé dans le temps par un chroniqueur du XIVe siècle. Aïe, 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 c'est donc de là que vient l'erreur. Et depuis le XIVe siècle, personne ne s'est aperçu que Pierre Damien n'aurait jamais pu avoir eu connaissance de ce mariage. C'est quand même incroyable. Eh bien si, quelques historiens des XVIIIe et XIXe siècles ont rectifié l'erreur. Pour eux, la dame à la fourchette de Pierre Damien n'est pas l'épouse de Domenico Selvo, mais bien Maria Argire, une autre princesse byzantine mariée au fils du doge, non pas en 1075, mais bien en 1004. 1004. Et ça, c'est tout à fait plausible du point de vue chronologique, vu que Pierre Damien écrit sa lettre en 1050. Ah, mais ça change tout, ça. L'histoire que j'ai lue sur Internet n'est donc pas si farfelue que ça. On peut penser que la fourchette est entrée à Venise en 1004, grâce au mariage de Maria Argire avec le fils du doge. En fait, on s'est trompé de princesse, mais l'histoire, elle reste valable. C'est possible, ça, non? L'hypothèse est tout à fait plausible, mais n'oublions pas que l'histoire de Pierre Damien est une fable et qu'on ne sait pas ce qu'elle dit de véritablement historique. Et n'oublions pas que les contacts entre Byzance et Venise sont très intenses à l'époque. Une pratique comme l'usage de la fourchette n'est certainement pas le fruit d'une introduction, d'une fourchette, par une personne à Venise. Ce serait plutôt le fruit d'une multitude d'échanges qui ont fini par imposer une pratique. Et il est tout à fait probable que ces multiples introductions de fourchettes se soient réalisées à la fois par le sud et par le nord de l'Italie. Bon,
Si je me résume, la fourchette byzantine, qui est d'origine sassanide, est entrée en Italie par le sud, de domination byzantine vers l'an 1000, et peut-être par le nord plus ou moins au même moment. Mais il y a tout de même un truc qui m'exaspère dans cette histoire. Comment ça se fait qu'aujourd'hui encore, on continue à raconter que la fourchette a été inventée à Byzance au Xe siècle, alors qu'on a vu que les musées du monde entier sont remplis de fourchettes romaines et sassanides bien plus anciennes? Ah oui, bonne question ça. Et la réponse est à chercher une fois encore dans la lettre de Pierre Damien. Londres, 1808. William Taylor, auteur tout aussi érudit que prolifique, commente la lettre de Pierre Damien qu'il vient de découvrir. Vu que Damien considère la fourchette comme un objet insolite, il en conclut que la fourchette est inconnue des Italiens à cette époque et qu'elle est forcément inventée un peu plus tôt par les Byzantins, donc vers le Xe siècle. William Taylor commet donc l'erreur, mais en 1808, il ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait pas connaître les fourchettes sassanides, étant donné qu'on en a découvert les premiers exemplaires seulement dans les années 1870, soit 70 ans plus tard. Et en ce qui concerne les fourchettes romaines, même si on en a déjà découvert 50 ans auparavant, leur datation fait l'objet d'une interminable polémique entre archéologues tout au long du XIXe siècle. Si je puis me permettre d'intervenir, j'ajouterai que cette polémique de la fourchette antique atteint son paroxysme en décembre 1884 avec l'affaire Théodora, qui n'a rien à voir avec Théodora Doukas, mais qui est l'épouse de l'empereur de Byzance Justinien au VIe siècle. Le destin de cette femme exceptionnelle inspire au dramaturge Victorien Sardou une pièce à grand spectacle avec l'immense vedette Sarah Bernhardt dans le rôle principal. Les représentations de cette grosse production au théâtre de la Porte Saint-Martin reçoivent un accueil triomphal et le tout Paris ne parle plus que de ce drame historique qui fait la une de tous les journaux et se joue à 257 reprises. Le succès de la pièce provoque des débats très animés sur la pertinence de respecter l'authenticité historique dans les drames qui ne sont finalement destinés qu'à émouvoir. L'archéologue très réputé Alfred Darcel se lance alors dans un vif échange avec Sardou par journaux interposés. Il s'attaque à la fourchette que Sardou a mise dans les mains de Théodora et qu'il considère comme anachronique. Ces quelques lignes suffisent à raviver le débat passionné qui oppose partisans et adversaires de la fourchette antique et font couler beaucoup d'encre jusque dans les années 1920. Ok, c'est donc William Taylor qui parle d'une invention byzantine de la fourchette au Xe siècle. Ok, on comprend bien qu'à son époque, il ne pouvait pas savoir qu'il existait des fourchettes romaines et sassanides avant ça. Mais aujourd'hui, on sait très bien que les fourchettes romaines et sassanides existent bel et bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on raconte encore partout que la fourchette a été inventée à Byzance? Ça, c'est un problème récurrent en histoire. Il existe beaucoup d'hypothèses scientifiques tout à fait plausibles au moment où on les rédige et qui perdent complètement leur pertinence par après. Ici, on l'a bien compris. En 1808, on peut suggérer que la fourchette a été inventée à Byzance vers le Xe siècle, étant donné que les documents disponibles à l'époque ne contredisent pas l'hypothèse. Par la suite, tout au long du XIXe siècle, cette hypothèse plutôt séduisante est répercutée, voire réinventée dans la presse et dans les livres d'histoire ou d'histoire de l'art. Mais arrivé dans les années 1870, l'hypothèse est démentie par les découvertes des archéologues qui font des fouilles en Perse et qui trouvent des fourchettes sassanides du 5e siècle. En toute logique, la presse et les auteurs de vulgarisation devraient se mettre immédiatement à la page et réviser l'histoire de la fourchette. Mais cela ne s'est pas produit. La presse et la plupart des auteurs ne se renseignent pas et continuent à répéter ce qui est écrit dans les vieux bouquins devenus complètement obsolètes. Les scientifiques pointus, quant à eux, se mettent à jour, étudient le sujet en profondeur et écrivent d'excellents articles. Hélas, ils ne bénéficient pas de l'attention qu'ils méritent. Leurs articles sont sur la toile, certes, mais ils sont manifestement beaucoup moins consultés que les articles erronés. Ah oui, et je vois que toutes les découvertes archéologiques de fourchettes romaines, sassanides, byzantines et italiennes ont été synthétisées dans un excellent article de l'archéologue Maria Parani, professeur d'art byzantin à l'université de Chypre. Et l'article est en ligne. Gratuit. Ah, et il y a un très bon article d'Olivier Binder, répercuté sur le site Old Cook. Et puis un article d'un certain Pierre Leclerc sur le site de l'université de Liège. Je connais pas.
Enfin bref, l'info est bien là, sur le net. Bon, un petit peu perdu au milieu des articles farfelus. Faut donc un petit peu chercher, et puis bon, aller au-delà de la première page Google quand même, et puis être un petit peu patient. Et là, on tombe sur les bonnes informations. Bon alors, si on avançait, nous sommes au XIe siècle, et la fourchette est présente en Italie. Alors, d'après ce que je lis abondamment sur la toile, on comprend que la fourchette ne s'est pas répandue rapidement pour la bonne et simple raison qu'elle rappelle la fourche du diable et qu'elle a été interdite par l'Église. On dit même qu'elle a provoqué un scandale au banquet de mariage de notre fameuse princesse byzantine. Bon. Si on se met à la place des Italiens au XIe siècle, on peut facilement imaginer qu'ils ont été effrayés par cette fourchette à deux dents, qui ressemble tout de même bien à la fourche du diable. C'est tout à fait plausible, non? Et c'est tout aussi plausible qu'elle a été interdite par l'Église, non? Venise, XIIe siècle. Dans la basilique Saint-Marc, 2 représentations somptueuses de la scène placent la fourchette devant Jésus. Comme nous l'avons vu précédemment, il s'agit d'une tradition iconographique remontant aux fresques byzantines des Xe et XIe siècles. Ainsi, la fourchette, loin d'être diabolisée, occupe une place de choix, celle du couvert de Jésus. Nous l'avons déjà constaté dans l'église Saint-Pierre d'Otrante vers l'an 1000 et ce sera encore le cas dans l'église Santa Maria ad Cryptas dans les Abruzzes au XIIIe siècle. Nous faisons le même constat dans les textes médiévaux. On trouve des exemples de fourchettes achetées par des ecclésiastiques et même par les états pontificaux au XVe siècle. Au XVIe et XVIIe siècle, la fourchette est carrément imposée dans le règlement de certains monastères. Oui, bon là, effectivement, on a déjà vu mieux en termes d'objets diaboliques. On est donc bien certain qu'il n'y a jamais eu d'interdiction de fourchette par l'Église ? En fait, il n'existe pas la moindre trace de cette soi-disant interdiction. Et d'ailleurs, ce n'est pas la vocation de l'Église d'interdire l'usage d'un objet de table, et certainement pas pour ce motif. Vous imaginez, si l'Église avait dû interdire tout ce qui ressemble à une fourchette, il aurait fallu prohiber les fourches dans les champs, les fourchettes des rôtisseurs, ainsi que les fourchettes des écuyers tranchants. Ça commence à faire beaucoup. Bon, ok, il n'y a jamais eu d'interdiction, mais on peut quand même imaginer que les Italiens au XIe siècle, qui voient pour la première fois la fourchette, ont été un petit peu effrayés par cet objet, qui ressemble tout de même bien à la fourche du diable, non ? Encore une fois, c'est totalement impossible, tout simplement parce que la fourche du diable, au XIe siècle, n'existe pas encore. Dans l'art roman, le diable est représenté sous les traits humains. Il est coiffé des flammes de l'enfer et ne possède aucun attribut fourchu, ni corne, ni queue, ni sabot, ni fourche. La fourche n'apparaît dans l'iconographie chrétienne que 4 siècles plus tard. Et voilà, j'ai encore lu des bêtises. Mais alors, d'où vient cette histoire ? Pourquoi raconte-t-on que la fourchette a effrayé tout le monde jusqu'aux plus hautes instances de l'Église ? Encore une mauvaise interprétation de la lettre de Pierre Damien, peut-être ? Eh bien, tu ne crois pas si bien dire. Dans le petit conte moral de Pierre Damien, on sent bien que ce moine rigoriste ne voit pas la fourchette d'un bon œil, qu'il l'associe clairement au luxe et à la volupté. Et dans les siècles qui suivent, quelques prédicateurs tout aussi virulents que lui se réapproprient l'histoire de la punition divine qui s'abat sur la dame byzantine pour bien insister sur le châtiment qui attend celles et ceux qui se vautrent dans le luxe. Et à la fin du XIXe siècle, le théologien Émile Doumergue en conclut que les chrétiens ont boudé la fourchette pendant des siècles par obéissance envers ces prédicateurs charismatiques, ce qui est parfaitement abusif. Nous venons d'ailleurs de voir que la fourchette est bien utilisée jusqu'au cœur même de l'institution ecclésiastique. Mais cela n'empêche pas certains auteurs de la fin du XXe siècle d'aller encore plus loin et de parler non plus d'une désapprobation de la fourchette de la part de quelques prédicateurs, mais bien d'une désapprobation de la part de toute l'Église. Et enfin, carrément d'une interdiction de la fourchette par cette même Église, ce qui est encore plus abusif. C'est une véritable escalade dans l'exagération. Eh ben, on peut dire qu'elle nous a fait mal, cette histoire de Pierre Damien. Et c'est à la suite d'une cascade d'erreurs d'interprétation, d'anachronisme, d'exagération, qu'on en est arrivé à une histoire complètement abracadabrante de l'invention byzantine de la fourchette, de la fourchette de Théodora Doukas et de l'interdiction de la fourchette par l'Église. Bon, très bien, mais avançons. Nous en étions à la fourchette en Italie au Moyen-Âge. Que s'est-il passé par après ?
Moi, je lis un peu partout que Catherine de Médicis a amené la fourchette en France en 1533, quand elle se marie avec le futur Henri II, et que c'est son fils, Henri III, qui l'impose définitivement à la cour après avoir fait un voyage à Venise. C'est là, au cours d'un banquet, qu'il observe les Vénitiens manger avec une fourchette et qu'il y voit la solution pour ne pas salir les gigantesques fraises. Ben oui, elles étaient très à la mode à l'époque. Bon, c'est bien correct tout ça ? Alsace, fin du XIIe siècle, Hérade de Landsberg, abbesse du couvent de Hohenbourg, rédige l'Hortus Deliciarum, le jardin des délices. Parmi les enluminures, celle de la Seine représente une fourchette. Il s'agit là du témoignage le plus ancien de fourchettes en dehors de l'Italie dans l'Europe médiévale. Quelques années plus tard, en 1313, Pierre Gaveston, favori du roi d'Angleterre Édouard II, possède une fourchette pure manger poire. Jacqueline de Bavière, petite fille de Philippe le Hardi, en possède une pour le gingembre confit, peut-être très proche de celle de John Barrett, un riche drapier de l'Est de l'Angleterre, dont le testament de 1463 mentionne une fourchette d'argent pour le gingembre vert. À partir de cette époque, de nombreux inventaires français, italiens et anglais confirment la présence de fourchettes chez les aristocrates. Mais vu qu'elle est totalement absente des représentations de banquets et des textes de savoir-vivre médiévaux, on pense que l'usage de la fourchette anglaise et française est peu répandu et cantonné aux fruits servis à la fin du repas. En Italie, en revanche, elle est utilisée pendant tout le repas, comme on le voit sur ce tableau de Botticelli. Ce n'est qu'au cours du XVIe et surtout du XVIIe siècle que la fourchette française étend son action à tous les services en même temps qu'elle se démocratise et qu'elle change de forme. Bon ben voilà, encore une fois, j'ai lu des bêtises. Mais ça ne me surprend même plus. Ce n'est donc ni Catherine de Médicis, ni Henri III qui ont introduit la fourchette à la cour de France au XVIe siècle, vu qu'elle existait déjà depuis des siècles. Et en plus, on a des indices d'un usage plus intense de la fourchette à la cour de France avec Éléonore de Habsbourg, la deuxième épouse de François Ier et donc la belle-mère de Catherine de Médicis. Elle possède alors 18 fourchettes contre seulement 2 pour Catherine. Mais ce n'est effectivement qu'au XVIIe siècle, après les règnes d'Henri III et d'Henri IV, que la fourchette s'impose définitivement. À la table de Louis XIII, on met systématiquement la fourchette à la place du roi. En 1649, un règlement impose la fourchette à la table du couvent de la congrégation de Notre-Dame. Au même moment, les sommeliers des grandes maisons prennent l'habitude de poser la fourchette à table et à partir de 1690, la fourchette s'introduit dans les cabarets. C'est également au XVIIe siècle que la fourchette devient l'outil indispensable de la civilité, surtout pour ne pas se salir les doigts ni salir la serviette, ce qui peut donner un spectacle peu ragoûtant aux autres convives. En conséquence, la fourchette atteint le statut de véritable indice de civilisation. À partir de la fin du XVIIe siècle, on considère en France que les individus civilisés mettent de la distance entre les aliments qu'ils mangent et leur corps. Bref, fourchette égale civilisation. Et c'est enfin au XVIIe siècle que la fourchette change de forme, ce qui témoigne de l'élargissement de son usage. Nous avons vu que jusque-là, la fourchette sert uniquement à piquer les aliments durs. Mais au XVIIe et XVIIIe siècle, les dents se multiplient, jusque 4, se rapprochent, s'épaississent, les pointes s'arrondissent et leur forme s'incurve. Désormais, on peut aisément ramasser les ingrédients mous ou granuleux. Ok, c'est très bien tout ça, mais ça ne répond quand même pas à notre question. Est-ce que Henri III et sa gigantesque fraise ont joué un rôle dans l'histoire de la fourchette? Cette histoire d'Henri III de fourchette et de fraise remonte à la fin du XIXe siècle. En 1894, c'est l'historien de l'art Henri Havard qui, le premier, fait le lien tout à fait arbitraire entre la grandeur des fraises et l'impossibilité de manger avec les doigts. Il en déduit la nécessité de recourir à la fourchette. Mais pas le moindre texte historique ne confirme cela. Bien. Et en ce qui concerne les fourchettes qu'Henri III aurait découvertes à Venise au cours de son périple en 1574,
C'est également du fantasme? Exactement, et c'est un autre historien de l'art, Edmond Bonnaffé, qui en est le responsable en 1893. Il aurait pourtant dû savoir que la fourchette est connue en France bien avant Henri III. Les documents étaient connus à son époque. Le problème, c'est que malgré le manque de sérieux des affirmations d'Henri Havard et d'Edmond Bonnaffé, ces dernières ont été abondamment relayées au cours des 20e et 21e siècles. Et c'est ainsi que l'histoire mythique de la fourchette de Catherine de Médicis et de Henri III finit par rejoindre l'histoire mythique de la fourchette de Théodora Doukas pour ne former qu'un seul récit, celui de l'épopée de la fourchette de la princesse byzantine à la princesse florentine. Une histoire en apparence cohérente, mais où tout est bancal, voire complètement faux. Ainsi donc, bref, si on résume l'histoire de la fourchette telle que les scientifiques la connaissent aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on ne parvient pas encore à tout expliquer. Pourquoi la fourchette apparaît à Rome au IIIe siècle? Pourquoi disparaît-elle de Rome au Ve siècle? On n'en sait rien. Pourquoi apparaît-elle au même moment chez les Sassanides? On n'en sait toujours rien. Pourquoi la fourchette n'apparaît dans aucun texte romain? Mystère. Il y a donc encore beaucoup de choses à découvrir, mais c'est ça la science. La science n'arrête pas d'évoluer. Et d'ailleurs, en évoluant, elle ne cesse de réviser ses hypothèses et parfois même ses certitudes. Ce qui était vrai ou vraisemblable, par exemple pour William Taylor au début du 19e siècle, ne l'est plus aujourd'hui. Taylor pouvait se permettre de suggérer que la fourchette a été inventée à Byzance au Xe siècle. Aujourd'hui, on ne le peut plus. Il faut donc constamment se mettre à la page des dernières découvertes pour éviter de répéter incessamment les mêmes erreurs comme on le fait avec la fourchette byzantine depuis 150 ans. Et cela nous incite à faire preuve d'humilité face à l'histoire, car, selon le même principe, ce que nous considérons comme scientifique aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans quelques dizaines d'années. L'histoire de la fourchette nous apprend également à nous méfier des récits un petit peu trop simples, un petit peu trop plaisants, qui font intervenir des personnages importants ou célèbres comme les princesses Théodora Doukas et Catherine de Médicis ou le roi Henri III, des personnages célèbres qui auraient soi-disant inventé ou innové des tas de choses comme la fourchette ou l'usage de la fourchette. Méfions-nous de ce genre d'histoire et informons-nous. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'exprimer votre allégresse. Portez-vous bien, à tout bientôt. Ciao. On choisira celui qui... Comme ça, conique. On se fout de notre gueule. Des écouillers tranchants. Oula, ouais, mais... Attention, vous dérapez. Témoignage connu de fourchette en Italie. Bon, on va la garder comme ça, sinon on en a jusque demain. Oui, et les écouillers tranchants, c'est quoi? C'est des écouillers qui tranchent. On peut peut-être arrêter maintenant.